3, 2, 1. Here we go! Alors moi, je vais vous parler du programme de la journée. Comment ça va se passer? Ce matin, on a 2 conférences pour poser les bases de la réflexion sur la gestion de l'eau en Corse et surtout les solutions à mettre en place, puisque ça s'appelle la journée des solutions. On va parler de sobriété hydrique et puis on va parler qualité et quantité de la ressource en eau en Corse, bien évidemment, mais on va jeter aussi un œil pour voir ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et on va voir qu'on a des problématiques communes, mais on a aussi peut-être des solutions à partager. Cet après-midi, place aux ateliers pratiques. L'objectif, c'est favoriser les échanges directs avec vous, public. On va poser plein de questions, vous allez apporter vos réflexions, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Et on va parler de solutions très concrètes comme la récupération de l'eau de pluie. On va parler d'énergie, d'accompagnement technique, financier ou encore de transfert de compétences. C'est un sujet important. En parallèle de tous ces ateliers et de ces conférences, va se tenir le village des solutions. On a une trentaine de professionnels de l'eau, vous les avez certainement aperçus en arrivant, des bureaux d'études, des techniciens, pareil, des organismes de financement. Ils sont tous là pour échanger avec vous de manière individuelle. Alors surtout, vous n'hésitez pas. Et puis, on leur a bien mérité, entre les deux, une pause déjeuner avec un buffet à votre attention. Donc, surtout, ne vous privez pas. Et quant à moi, eh bien, j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de la journée. Ma mission, c'est faire en sorte que la parole circule et puis surtout faire respecter les temps. Je suis le gendarme armé d'une clepsydre. Je me dois de vous préciser que la journée sera filmée et elle sera diffusée sur la chaîne YouTube de Cyclo. Elle sera disponible en replay, donc souriez, pensez-y. Je vous souhaite une journée qui sera très très riche en découvertes et je vous remercie par avance pour votre implication. La journée des solutions est donc officiellement lancée. On va commencer avec notre première conférence. Vous êtes tous en place. On va démarrer. Conférence 1, c'est affiché, ça va s'afficher, c'est consacré à la sobriété hydrique. Donc l'eau, c'est notre bien commun, c'est ce qui doit nous unir tous. Et ensemble, on va faire un état des lieux de la ressource et des dispositifs qui sont mis en place pour la préserver. Alors si vous le voulez bien, on commence avec notre binôme de scientifiques. Patrick Rébillou, ingénieur météorologiste, et puis Antoine Orsigne, hydrobiologiste. Je pense pouvoir affirmer que vous avez consacré vos carrières respectives à observer, quantifier, analyser, faire des projections sur l'eau sous toutes ses formes, et le cycle de l'eau n'a plus ou presque aucun secret pour vous. Donc vous allez nous dresser un état des lieux de la ressource en Méditerranée, et puis bien évidemment plus particulièrement en Corse, et force est de constater que la ressource, Patrick, ne sera pas disponible à volonté. Sur les cumuls annuels, une tendance, alors à l'ouest de la Corse, plutôt en augmentation et plutôt à la baisse sur la partie orientale. Une augmentation, ça c'est très clair, des précipitations intenses et physiquement c'est explicable, de 5 à 10%. L'humidité du sol qui va continuer à diminuer, et notamment sur la partie orientale de l'île, ce qui est assez normal puisque c'est plutôt sur la partie orientale de l'île que les précipitations semblent diminuer. Et ensuite, sur les sécheresses, sur l'aridité estivale. L'aridité estivale qui statistiquement existe en Méditerranée depuis toujours. Cette aridité estivale, c'est-à-dire cette période sans pluie et de sol sec, en moyenne va augmenter de 15 à 25 jours à l'horizon 2050. Et surtout, on va avoir, et ça c'est pas linéaire, une augmentation des sécheresses agricoles que j'ai évoquées. Elles vont être multipliées par 2, voire par 3. Plus inquiétant peut-être encore, le drainage. Alors le drainage, c'est l'eau disponible après évaporation et ruissellement des précipitations. Et on voit que sur la partie orientale de l'île, on attend à l'horizon 2050 une diminution de ce drainage, le drainage étant la quantité d'eau disponible pour aller alimenter les nappes. Et enfin, il faut espérer qu'on ne suivra pas un scénario comme celui qu'on suit actuellement, qui amènerait en 2100 un réchauffement global à 4 degrés, ce qui correspondrait à un réchauffement en Méditerranée dans une fourchette de 5 à 8 degrés, avec cette fois une diminution des précipitations à l'échelle de la Méditerranée estimée entre 15 et 20%. Et évidemment, une humidité du sol qui va continuer à diminuer et qui signe, on le voit très bien, une aridité de la Méditerranée, notamment sur l'Espagne, sur la rive sud et à l'est de la Méditerranée.
Et pardon, je suis allé trop vite. Et je laisse maintenant Antoine parler de ce que je n'ai pas évoqué, c'est-à-dire l'eau qui coule dans les fleuves et les rivières. Oui, bonjour. Donc voilà, Patrick a parlé d'eau de pluie, moi je vais parler d'eau qui coule dans les cours d'eau. Alors comme j'ai une mauvaise vue, l'écran de contrôle est trop petit, donc je vais me retourner, je vais essayer de ne pas avoir un lumbago et un torticolis. Non, alors, plus sérieusement, j'ai pris, puisqu'on m'a dit le focus sur la Corse, on le fera après, donc je me suis éloigné un peu et j'ai regardé la Durance. Durance très, très important pour l'alimentation du Grand Sud-Est. Bon, la Durance, regardez les données 1910. Donc, allez, j'ai coupé en tranches et ça donne quoi? De 1910 à 2012. Hein, donc, je ne vais pas faire comme Patrick. Je ne vous parlerai pas de 2050-2100. Je ne sais pas si les modèles Météo France ils sont justes. Mais ça pourrait être pire que ce qu'il dit. Hein, voilà, donc la critique, tu le sais, mon cher Patrick. Alors, regardez la baisse du débit de la Durance. Alors, je rappelle ce que vient de dire Patrick. Pour l'instant, il ne pleut pas moins. Il pleut mal, mais il ne pleut pas moins. Hein, tu as donné les chiffres, Patrick. Alors, cherchez l'erreur. Il ne pleut pas moins, néanmoins, les cours d'eau ont baissé. Et regardez, le Tavignal a baissé de 35%. Globalement, tous les cours d'eau de Corse ont baissé de 30% en 40 ans ou 50 ans. Donc, c'est le problème, et Patrick l'a évoqué, c'est le problème de l'évaporation, de l'évapotranspiration qui fait que l'eau disponible dans les cours d'eau se fait rare. Vous avez ici... Là, vous avez tout à l'heure, c'était bien sûr les débits annuels. Là, on vient sur des débits mensuels. Voilà un régime, toujours dans le Tavignal, un régime qui montre vraiment le changement climatique. Il y a trois choses. D'abord, en hiver, il y a beaucoup d'eau. Quand en hiver, il y a beaucoup d'eau, c'est plutôt mauvais signe. C'est que les précipitations en altitude sont sous forme liquide et pas solide, il n'y a pas de neige. Patrick, tu aurais pu dire, si on a pris 1,4 degré sur les littoraux, on a probablement pris 3 degrés à 2000 mètres. Hein. Donc là, c'est vraiment clair. Janvier, février, des hautes eaux, décembre, des hautes eaux, c'est pas normal. Alors après, vous avez bien compris que l'impact, c'est sur la période d'étiage hivernal, d'étiage estival, pardon. Donc il n'y a pas d'étiage hivernal, c'est ça le paradoxe, mais l'étiage estival, c'est-à-dire les basses eaux, on avait en moyenne il y a 40 ans 2 à 3 mois, on a aujourd'hui entre 5 et 7 mois. Donc voilà ce qu'il faut retenir, la conséquence de ce bouleversement climatique, vous l'avez ici, le Tavignal ne ressemble plus au Tavignal ou d'antan. Alors voilà, pour illustrer, ça c'est Patrick qui me dit ressort tes vieilles photos, pour illustrer le dérèglement climatique, vous avez le Tavignal toujours au pont de Pabinès, qui est pour aller dans le Bauge, pour ceux qui connaissent. Donc sur le pont, il y a 3 mois, hein, donc l'été et puis l'automne probablement. Alors regardez, il faut sur la photo de gauche, il faut une flèche pour voir la rivière. Pourtant c'est le deuxième cours d'eau de Corse, hein, après le Golo. Sauf qu'on ne parle pas beaucoup du Golo parce que c'est EDF qui fait le débit, donc on préfère avoir des débits naturels. Là. Et vous avez ici quelques mois après, quelques semaines après, où ça s'étale sur une centaine de mètres. Voilà l'image qu'il faut retenir, hein, parce que souvent j'ai des amis maires qui disent, là il y a un ruisseau, tu nous as dit qu'il allait être à sec. Oui, j'ai dit qu'il allait être à sec pendant 9 mois, mais quand il va couler, il va couler. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qui est important. Une donnée, là on était sur l'approche quantitative, l'approche qualitative, j'évoquerai un peu de température, peut-être pas de chimie, mais après de l'écologie, c'est quand même mon métier. Alors sur la température, regardez, j'ai pris deux types de milieux, un cours d'eau, on est toujours dans le Tavignal, et un lac. Alors regardez la différence de température. Dans les années 80, on avait dans le bas Tavignal 27 degrés, on a eu en 2022 33 degrés. Et là, il y a un impact aussi sur la santé humaine. Rappelez-vous les cas de bilharziose dans le cave où il y a eu probablement 2 cours d'eau. Donc avec une température élevée, il y a des risques de se baigner à cause de maladies qui viennent d'Afrique. Hein. Alors, au Capitello, on est quasiment à 2000 mètres d'altitude, 1930 exactement. Regardez, on avait 17 degrés en plein été dans les années 80. On a eu jusqu'à 21 degrés. Donc cette eau qui se réchauffe, il y a un impact sur la santé humaine. Voilà, on y est sur la santé humaine, notamment avec prolifération de cyanobactéries. La bilharziose, j'en ai parlé.
Le moustique tigre, alors le moustique tigre, il y a des moustiques partout, hein, même quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Bon, il lui faut de l'eau, hein, la larve, elle a besoin d'eau, même de l'eau saumâtre. Mais, donc, important, on va avoir une recrudescence de problèmes. J'avais dit à une époque à un directeur de l'ARS, il faut former les médecins généralistes aux maladies tropicales. Il avait souri. Je pense qu'il a moins souri quand il a vu un cas de dengue, de chikungunya. Voilà. Le paludisme va revenir en Corse. Le dernier cas, c'était de mémoire 72. Alors je ne peux pas vous parler, de ne pas parler d'écologie, ce serait une faute professionnelle. Bon, vous savez qu'on a un taux d'endémisme élevé, on a beaucoup d'espèces endémiques, la truite et la macrostigma, qui a besoin d'oxygène, donc qui a besoin d'eau fraîche. Donc aujourd'hui, les poissons, et surtout la truite, hein, l'anguille, elle s'en fout un peu, et surtout la truite remonte dans les cours d'eau pour chercher de l'eau fraîche, et donc ça pose des problèmes. On a aussi, vous avez quelques batraciens, hein, ça n'intéresse pas grand monde, mais il faut savoir que sur les 7 espèces, il y en a 6 endémiques. Et alors les petites bêtes, oui, les pêcheurs connaissent les invertébrés, avec nos 150 espèces endémiques. Donc là aussi, il y a un impact écologique. Merci de votre attention. Merci messieurs pour tous ces chiffres pas spécialement réjouissants, mais force est de constater que vous êtes intarissables sur le sujet. Alors on va poursuivre notre conférence et se dire qu'anticiper et s'adapter pour préserver notre eau, c'est indispensable. Et à la suite des délibérations de l'Assemblée de Corse, la politique tend vers la sobriété hydrique. Monsieur Gilles Giovanangeli, conseiller exécutif et président de l'Office hydraulique de Corse, cette mission vous incombe. Je vous invite donc, le micro est allumé, pas de souci, à nous parler à la fois des défis et des solutions. Merci, salut à tutti, saluer les organisateurs, les remercier, saluer aussi bien sûr l'ensemble des intervenants, les élus, nos amis qui viennent spécifiquement de Sardaigne. Je pense que c'est intéressant pour avoir aussi ce regard croisé. Alors je vais essayer d'être le plus court possible sur un sujet qui est complexe, qui doit prendre du temps. Je vais centrer simplement mon intervention sur 2 niveaux, la gouvernance et la stratégie, parce qu'ils vont ensemble, et on ne peut pas avoir une stratégie efficace et opérationnelle sans avoir une gouvernance qui le soit tout autant. En France, je vais élargir le débat, la compétence eau, c'est normalement une compétence décentralisée. Dans les faits, on reste avec un État et ses administrations hyper présents et omnipotents sur cette gouvernance-là. Ça, c'est la réalité factuelle, à tel point qu'on connaît tous ces derniers mois ou ces dernières années, y compris un plan Macron, un plan du président de la République, dit plan eau, donc qui a été pensé à Paris et qui est censé après descendre verticalement en application dans les territoires. Quand on regarde la Corse, on s'aperçoit que qui n'est pas une région française, qui est une collectivité territoriale à part entière, avec un certain nombre de règles et de compétences transférées dans l'eau. Création de l'office hydraulique dans les années 90, aménageur et gestionnaire pour le compte de la collectivité de Corse, donc en termes de grands projets d'infrastructure. 2002, loi aussi spécifique à la collectivité de Corse avec la création du comité de bassin de Corse, présidé par le président du conseil exécutif. Donc toutes ces lois qui donnent plus de force normalement à l'application de cette compétence au niveau local, et finalement se retrouvent à peu près dans la même configuration, où on s'aperçoit que malgré tout, l'État est très présent, et cette façon de co-construire ensemble est difficile, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes dans son dernier rapport qui pointe bien ces difficultés de gouvernance. Donc ça, c'est un sujet, parce que je pense que sans une gouvernance efficace, on aura du mal à réaliser et à mettre en œuvre une stratégie. Dans la gouvernance, j'inclus les débats locaux. Chez nous, la question de l'agence de l'eau, on est raccroché aujourd'hui à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Il nous paraît inévitable et naturel que demain, nous ayons notre propre agence de l'eau. Et j'inclus aussi la question d'une loi de transfert de compétences aujourd'hui, de cette compétence eau vers les intercommunalités en 2026, ce qui pose un tas de problèmes chez nous et qui met vent debout l'ensemble des communes. Donc vous voyez, sujet complexe du point de vue de gouvernance. Comment à partir de là, on bâtit une stratégie, et c'est le deuxième volet, vous en avez fait état, délibération de mai 2023, que j'ai eu l'honneur de présenter à
à l'Assemblée de Corse et qui a été voté à l'unanimité et qui définit ce que j'ai appelé le contrat social et écologique autour de la gestion de l'eau, avec des sujets transverses. Le premier des sujets, c'est celui de la connaissance. Ça a été abordé tout à l'heure, je crois qu'il est essentiel aujourd'hui. On est sur une thématique, un secteur où on a besoin de connaissances. Alors là, pour le coup, on a eu une belle démonstration, mais je pense que cette connaissance-là, elle doit être plus vulgarisée, doit être plus accessible, et elle concerne bien sûr le cycle de l'eau, on en a parlé, la qualité des milieux, comprendre aussi que effectivement l'eau c'est un milieu, c'est pas juste une ressource qui doit répondre à des besoins. Je pense que c'est essentiel de bien l'intégrer, mais aussi la connaissance par rapport tout simplement à la gestion de l'eau. Il y a une forme d'opacité aujourd'hui, de méconnaissance sur les quantités d'eau, les modes de gestion, les consommations. Je vois Madame Mièvre qui est en face de moi. Hier, on discutait tous les deux de l'impact de l'activité touristique sur la gestion de l'eau. Et on a peu de données, ou pratiquement pas de données là-dessus. Ce serait important d'avoir ce type de connaissances. On a des débats à l'infini avec les filières agricoles chez nous, avec les représentants des chambres et des filières, sur aussi la gestion de l'eau et le monde agricole, avec aussi des connaissances à construire. Et je vois que cet après-midi, ce sera un des ateliers. Il y a aussi sur le comptage, c'est un sujet premier. On voit bien qu'il y a des nouvelles techniques qui se mettent en place. Et donc là, il faut aussi s'intéresser de plus en plus aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques qui nous permettront d'avoir mieux accès à cette connaissance. Donc ça, c'est important parce que je crois que ça évite aussi les raccourcis et les solutions qui sont souvent présentées, qui sont des solutions uniques et qui permettraient de résoudre, à entendre certains, la problématique, notamment en réglant le problème par le stockage. Et c'est bien plus complexe que cela. Deuxième niveau de thématique à traiter à travers ce rapport, c'est celui de la sobriété et des économies. Alors, ça a été abordé, je ne vais pas revenir, et on a peu de temps. Sobriété des usages, ça nous concerne d'abord individuellement en tant que citoyens. Je pense qu'on a à s'interroger sur nos capacités à être plus économes. La sobriété des filières professionnelles, j'en ai aussi parlé, tourisme chez nous et agriculture. Il y a un travail de fond et on est en train de le mener avec ces filières. Et enfin, troisième aspect, et je vais peut-être un peu plus le développer, celui de la question des politiques et des collectivités. Donc là, on a un sujet qui nous renvoie à l'aménagement du territoire. On a repensé nos outils d'aménagement. On doit intégrer mieux la question de l'eau dans la planification. C'est inévitable. On doit le faire, nous, collectivité de Corse, lorsque nous réviserons dans les mois prochains le PADUC. Il faudra bien sûr intégrer cet aspect-là de manière plus forte qu'il a été fait lors du PADUC précédent, mais c'est un sujet aussi pour les PLU, pour les cartes communales ou les SCOT, où on voit bien qu'on doit être plus offensif sur cette question. On pense à la réutilisation des eaux, on pense à la retenue des eaux de pluie. Bon, il y a des choses qu'il faut certainement travailler sur nos documents de planification. Donc ça, ce sont des choses qui nous paraissent importantes sur la sobriété, mais la sobriété, c'est aussi les économies. Et les économies qui concernent aussi les collectivités, c'est la question de nos réseaux qui doivent être aujourd'hui, qui ont des rendements qui ne sont pas suffisants. On était en débat hier au comité de bassin, et on est tous conscients qu'on a un retard à ce niveau-là, notamment les petites communes, pour des raisons historiques, infrastructurelles, et qui rentrent aussi dans le contexte politique général de la Corse. Donc il faut aussi savoir que la question de nos réseaux défaillants et peu performants impacte beaucoup la gestion de la ressource, et que si un effort massif est fait dans les 15 prochaines années, et c'est notre souhait, sur le travail auprès des collectivités pour améliorer ces rendements, ce sont des millions de mètres cubes d'eau que l'on va pouvoir économiser. Donc là, on a un axe de travail fort à mener avec l'ensemble des partenaires, et au premier rang desquels les collectivités. Donc ça, c'est pour la sobriété des économies. Reste le sujet qui parcourt la Corse. C'est celui des infrastructures, je le disais précédemment. On a tendance à réduire la question de la gestion de l'eau. Il suffit d'écouter les intervenants, et je vois les collègues d'RCFM et du Forum régulièrement, de la réduire à la question du stockage.
C'est un sujet incontestable. Il ne faut pas l'éluder. On est en sous-capacité de stockage. Donc on a ici un travail à faire qui est nécessaire et qui est profond. Pour autant, je le répète, ça ne peut pas être le seul axe de travail et la seule solution. Ce serait une erreur stratégique majeure et quelque part un manque d'anticipation au regard de ce qui a été dit tout à l'heure sur le réchauffement climatique. On a globalement aujourd'hui 80 millions de mètres cubes en Corse de stockage disponible, sans en réalité, mais 80 millions de stockage disponible pour les usages de l'eau. On a un projet, dans une projection qui a été établie lors de la mandature précédente par mon prédécesseur à travers le plan Aqua Nostra, qui est à peu près un besoin dans les 30 ans à venir. À horizon de 30 ans, c'était 35, aujourd'hui on peut estimer que ce sera plutôt 40 millions, on va dire, 40 millions de mètres cubes supplémentaires. Nous, on travaille, l'orientation politique de la collectivité de Corse, c'est de travailler méthodiquement sur cet objectif-là, plus 40 millions dans 30 ans. Et on le fait méthodiquement avec un pas de temps de 10 ans d'opérationnalité, c'est-à-dire un plan qui a été présenté en 2023 par phase de 10 ans. Les 10 premières années, notre objectif, c'est de gagner un peu plus de 10 millions de mètres cubes donc, sur des infrastructures, sur des territoires qui ont été repérés comme prioritaires. Voilà ce qu'est la stratégie de la collectivité de Corse. Connaissance, améliorer la connaissance, travailler sur la sobriété et les économies et lancer un grand plan de rattrapage sur les grandes infrastructures, 40 millions sur 30 ans, avec 10 millions sur les 10 prochaines années. Merci. Merci infiniment. Donc si j'ai bien compris, anticiper, s'adapter et bien collecter les données pour éviter la maladaptation, qui serait le pire. Alors, on va poursuivre justement sur les outils qu'on a à notre disposition. Je vais maintenant inviter Monsieur Ange-Pascal Minigogne, maire d'Afa, vice-président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien et administrateur du SAGE, à prendre la parole. Toujours sur la question de la sobriété hydrique, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux communément appelé SDAGE, qui va servir de cadre général au SAGE, le schéma d'aménagement de gestion des eaux, ce sont des outils de planification justement pour cette gestion équilibrée et durable de la ressource. Et à la CAPA, on s'est emparé de ces outils pour optimiser la ressource des bassins. Expliquez-nous. Alors un petit conseil, il faut coller le micro sur le menton. Pas agréable, mais ça marche mieux. Voilà, on va y arriver de toute façon, merci. Simplement, donc, j'interviens pour effectivement parler de la CAPA et de ses compétences au niveau de l'eau. En fait, effectivement, la CAPA, vous le savez, c'est un EPCI qui est né en 2001 par la volonté de 10 communes de l'arrière-pays ajaccien de réunir un petit peu leurs moyens pour répondre à des problématiques qui, effectivement, pesaient sur leur fonctionnement, en particulier l'eau, l'assainissement et, évidemment, les ordures ménagères. Bon, alors, s'agissant de l'eau, les compétences de la CAPA permettent donc d'intervenir à divers niveaux. Vous le savez, d'abord, bien sûr, c'est l'eau potable pour la production, le traitement et la distribution. Cette distribution qui se fait par concession de services publics et en l'occurrence la compagnie des eaux et de l'ozone est titulaire donc du marché avec sa déclinaison régionale Kernolia. Ensuite, bien entendu, il y a le traitement des eaux usées, d'abord par assainissement collectif, lui aussi concédé à Kernolia, et le contrôle de l'assainissement non collectif qui, lui, se fait en régie. Ensuite, effectivement, il y a, depuis 2018, il y a la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations, la GEMAPI. Depuis, s'est rajouté la gestion des eaux pluviales urbaines
Et puis également, donc, la CAPA a l'animation du SAGE, donc du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui réunit 29 communes et 2 EPCI, c'est-à-dire le Tchélevo-Porné et la Pieve-d'Ornane. Donc, on avait fait la preuve à l'époque, c'était en 2012, je crois, que l'on pouvait, dans ce pays, travailler ensemble à plusieurs. La CAPA est structure porteuse du SAGE, donc par le fait qu'effectivement, il y a un service qui travaille d'abord sur le SAGE. Pour terminer aussi, je dirais que la CAPA assure le suivi des sites Natura 2000. Alors pour revenir un peu plus précisément à l'eau potable. Et donc là, l'eau potable, je vous infligerai quelques chiffres. Simplement pour rappeler que les 10 communes n'avaient pas à l'origine le même niveau d'équipement. Et donc il a dû, dans les premières années de la CAPA, faire un effort considérable pour assurer le rattrapage, donc quant à la production, le stockage et la distribution de l'eau, pour répondre aux besoins de tous. Alors, les ressources, c'est d'abord des captages, bien sûr, des forages, suivant les communes, et puis il y a la prise, donc, au barrage à Ocana. L'eau potable pour la CAPA, c'est 5 400 000 mètres cubes facturés. En fait, il y en a un peu plus qui sont puisés, je vous expliquerai pourquoi. Et ces 5 millions de mètres cubes assurent l'alimentation de 47 750 abonnés. Cela se fait par l'intermédiaire de 455 km de canalisation. Et j'y arrive. Effectivement, j'y arrive. Voilà, tu me bouscules un petit peu, mais effectivement, le niveau de performance du réseau, il est de 83%. Donc, il est correct. Hein, il est correct. Donc, je pense qu'on a fait quand même un effort assez considérable. Et effectivement, il reste encore, pour rejoindre Antoine, là, il reste encore 1 million de mètres cubes qui chaque année sont perdus. Et effectivement, donc, il faut effectivement faire cet effort. L'effort, il est fait, bien sûr, mais sur 250, combien il y a 400, j'ai dit 455 km de canalisation, effectivement, il peut y avoir des fuites. J'ajouterai que le traitement de l'eau est assuré par l'usine de la Confine, vous le savez. Tiens, allez, merci. La CAPA a dû faire face au remplacement de kilomètres de canalisation en fibre-ciment. Je peux dire qu'il n'y en a pratiquement plus sur le territoire, de même que les branchements en plomb, là il en reste encore pas mal. Et effectivement, l'effort il est considérable, mais il est à faire. La CAPA a mis en place un schéma directeur qui a été présenté aux communes récemment. Et donc les travaux de ce schéma directeur ont débuté par la réhabilitation des premiers réservoirs. Je rappelle un seul exemple qui me semble particulier, c'est celui de Val-di-Mezzane où le réservoir a été refait. Et par là également la canalisation qui assure la distribution dans le village qui a été refaite aussi. Et donc voilà. J'ajouterai aussi, et ça me semble tout à fait important, que la réhabilitation de certains forages sur certaines communes
a permis l'interconnexion des communes qui étaient déficitaires en eau. Il y a effectivement, il y a eu, jusqu'il n'y a pas très longtemps, certaines communes qui ont connu des problèmes d'alimentation l'été, et donc ces communes désormais ont fait l'objet d'une interconnexion, et donc on espère que effectivement ce problème est réglé définitivement. Bon, l'ACAPA a procédé évidemment à des extensions de réseau un peu partout, et surtout en fonction des PLU des diverses communes. Un exemple, simplement, à Ajaccio, ces derniers mois, on a fait 6 km d'extension au bois des Anglais. C'est un exemple. Le contrat de concession, donc avec Kiernolia, il prévoit la généralisation du système de télérelève, hein, donc qui permet à distance, donc effectivement, de contrôler effectivement s'il y a des fuites. Je dis ça parce que ça m'est arrivé il y a 15 jours où on m'avait signalé justement des consommations qui n'étaient pas tout à fait normales. Ça m'a permis de retrouver une fuite. C'était pas grand-chose, je veux dire, mais sur le temps, ça aurait pu effectivement représenter pas mal de mètres cubes. Voilà. Également, le contrat de concession prévoit donc le stockage du chlore à la confine, également l'installation de 29 bornes de puisage pour les entreprises et les sociétés d'hydrocurage qui avaient l'habitude fâcheuse, je dirais, de se brancher sur les bornes à incendie. Hein. Également la mise en place d'actions de solidarité. En fait, un fonds de solidarité a été créé qui, par exemple, cette année a représenté 72 580 € qui ont permis justement l'abandon d'un certain nombre de créances. Désormais, la réflexion porte sur les travaux à venir, bien sûr, et également sur, et là en concertation avec l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, la sécurisation de l'alimentation. Hein. Par exemple, une étude avait été menée ces dernières années lorsqu'il s'agissait de curer le barrage. On avait effectivement fait des études sur les possibilités d'utiliser les gravières de la Gravonne pour l'alimentation. En fait, il se trouve que l'étiage de l'été sur la Gravonne fait que les débits auraient été insuffisants et le coût aussi très élevé. Bon, donc là, c'est un peu en panne. Hein. L'ACAPA, elle a mis aussi en place des incitations à la sobriété. On s'aperçoit, même s'il y a peut-être d'autres causes encore, que la consommation entre 2022 et 2023 a diminué de 4%. Il y a eu effectivement l'installation de cuves de récupération des eaux de pluie. Peut-être que effectivement les communes elles-mêmes, elles devraient insister là-dessus, peut-être en faisant apparaître ça sur les permis de construire et plus généralement dans leur PLU. Hein. Enfin, c'est une idée, je ne sais pas. On aura l'occasion d'échanger justement sur les pistes de réflexion et les solutions. Autre chose encore, donc la réutilisation des eaux de station. Donc là aussi, ça a fait l'objet d'une étude. Simplement, peut-être que la station de Campo, qui est récente, vous le savez, et qui a traité cette année 2 900 000 mètres cubes, pourrait justement servir pour cette réhute.
peut-être un peu moins la station de Sanguinaire parce que, vu son positionnement, ça pourrait être un peu plus difficile. Mais celle de Campo, du fait qu'elle est au cœur d'une zone agricole riche, je veux dire, pourrait justement faire l'objet de cette réussite. Ensuite, la CAPA, ça c'est dans sa politique agricole. Et là, elle s'est appuyée sur le réseau national des tests agricoles pour mettre à disposition d'un certain nombre de jeunes des parcelles de terrain à forte potentialité agricole pour leur permettre de faire leurs premières arbres et peut-être d'imaginer des nouvelles techniques agricoles. Après, effectivement, il y a effectivement l'eau brute, mais l'eau brute, elle est de la responsabilité de la collectivité, et Gilles, il est là, il le sait, bien sûr. Par exemple, moi, j'ai fait dans ma commune un DOCOBAS, c'est-à-dire un document d'objectifs agricoles et sylvicoles, pour préciser un peu plus les possibilités des zones qui sont dans le PADUC, des espaces stratégiques agricoles. Et donc, on a essayé d'aller un peu plus loin pour voir ce qu'on pouvait faire en plus. Et donc, il y a des possibilités de maraîchage, du moins sur ma commune, dans la partie aval de ma commune, mais à un moment donné, on a besoin de l'eau brute. Et donc, là, je me retrouve vers mon ami pour qu'il fasse tout ce qui est possible pour alimenter ces zones. Oui, je sais bien. Je ne voudrais pas être méchant. Je ne voudrais pas être méchant parce que c'est pas le lieu. C'est pas le moment. Monsieur Minigogne, je vais vous rappeler que je suis le gendarme du temps. Oui. Et que là, il va falloir couper le robinet. Là, Antoine, j'aurais parié sur toi comme expert intarissable. Allez, ben donnez-moi encore quelques minutes. Allez, on vous en accorde encore un petit peu. Bon, l'assainissement collectif. Bon, vous savez, je crois... Non, il y en a deux. Donc, l'assainissement collectif, vous savez, la CAPA a fait un effort absolument considérable, je veux dire, d'abord par la création de la station de Campo, et puis également par la réhabilitation de la station des Sanguinaires. Mais par ailleurs, il y a eu dans les diverses communes des travaux qui ont été effectués. Par exemple, chez moi, il n'y a plus de station d'épuration. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a transféré les effluents vers la station de Campo. On a fait 4 km de canalisation, mais il n'y a plus, effectivement, en plus, la station chez moi, elle polluait pas mal, elle marchait très très mal. Et donc, voilà, c'est un exemple. Là aussi, donc, l'assainissement collectif, il y a 42 126 abonnés. Hein. Et donc, là aussi, il y a 203 km de linéaire. Il y a 13 stations d'épuration. Mais la conformité des effluents, elle est quand même à 97%. Je pense que là, il faut noter effectivement ce chiffre-là qui est tout à fait intéressant. Après, et peut-être un mot sur l'assainissement non collectif, puisqu'il est assuré aussi par la CAPA. Et effectivement, il y a un service qui est dédié au contrôle de la conception des assainissements individuels. Et, ouais. Allez, je me dépêche. Allez. Oui, parce qu'effectivement, une autre compétence qui est assumée par la CAPA, c'est la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques. Et ça, depuis 2018, effectivement, la CAPA avait anticipé justement la prise en compte de
de cette compétence, du moins la GEMA, donc la gestion des milieux aquatiques. Et puis la prévention des inondations. J'ai parlé du SAGE tout à l'heure, effectivement, et donc ça se rejoint. Hein. Heureusement qu'à la CAPA, on a des services qui sont très, très diligents, et je veux dire, et je les en remercie d'ailleurs. Alors, les travaux donc, qui ont été effectués aussi bien par la GEMAPI que par le SAGE, c'est des travaux sur la Gravonne, le Caradomorte, le Ponte-Bonnet, le Valenciennes-Joseph, et puis d'autres, plus particulièrement sur les ruisseaux de la Capa, le Stagno, le Joragne, le Lave, l'Arbitre, Saint-Antoine. Et puis également, la CAPA a fait d'étudier donc les zones humides et les zones d'expansion de crues. Hein. Et donc c'est là le mérite effectivement d'être surveillé, et peut-être on peut imaginer des actions particulières pour ces zones-là. Qu'est-ce que je peux vous en ajouter? Simplement, attendez. Il y a également le volet protection des inondations, prévention des inondations, hein, puisque la CAPA a cette compétence aussi. Monsieur Minigogne, n'aurions-nous pas fait le tour? 2 minutes. 2 minutes. Vous êtes dur en affaires. Simplement, pour vous rappeler que la CAPA a réalisé les bassins de rétention, un certain nombre qui sont en cours de finition, à Peralde et al Sodineva. Il y avait eu la Madonucci il y a quelques années. Des études sont faites pour le Vage. Et puis également, je voulais simplement rappeler que dans le cadre de l'ANRU, les quartiers des Padules et des Cannes ont fait l'objet d'un certain nombre de travaux qui concernent aussi la prévention des inondations. Et puis pour terminer, allez chérie, hein, pour terminer, donc il y a effectivement, depuis peu, malheureusement l'État il refile aux communes, aux groupements des compétences. Il y a les eaux pluviales urbaines. Bon, on est en train de réfléchir à tout ça. Et puis, je crois que... Si et puis, bravo. J'ai essayé d'être complet. Désolé, mais bon... Vous l'avez dit. Il y a des choses qui plus méritent d'être dites. Voilà. Et vous avez bien raison, monsieur Minigogne, et on vous en remercie. Alors, on a fait le tour sur ce qui se passe ici. Je vous propose maintenant qu'on aille voir quand ça se passe ailleurs. Problématique commune, mais solutions différentes. On va poser la question à monsieur Éric Cadoré. Je vous en prie, vous pouvez prendre place au pupitre. Éric Cadoré, on peut l'applaudir. Il est président de la commission eau et prévention des risques en Occitanie. Alors, l'Occitanie, c'est une des régions qui est les plus exposées au changement climatique. Forcément, urgence oblige de repenser la gestion de la ressource. Alors, quels sont les projets en cours pour faire face à cette urgence climatique? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et au nom de ma présidente Carole Delga, présidente de la région Occitanie, je voudrais remercier très sincèrement M. Jean-Claude Lasserre, président de Cyclo, M. Simeoni, président de l'exécutif de la collectivité de Corse, et M. Giovanni Angeli de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, avec qui je viens d'échanger quelques instants, avec une vision, je crois, très, très partagée. Et je pense qu'au mot près, on a les mêmes orientations sur cet enjeu à la fois de la stratégie et l'enjeu du diagnostic par rapport au changement climatique et des solutions. Donc la gouvernance d'un côté, la stratégie de l'autre, c'est exactement ça. Et puis l'exemple que vient de dire monsieur, de ce que c'est la gestion de l'eau au quotidien quand on gère des syndicats ou des structures de compétences eau au niveau délocalisé, décentralisé, avec une gamme d'actions assez impressionnante et par contre des financements assez difficiles à établir. Mais on en reparlera.
Je voudrais remercier également très sincèrement de la part de Xavier Bernard-Sens, qui est directeur de l'Eurorégion. L'Eurorégion, c'est l'Occitanie, la Catalogne et les Baléares, mais elle a vocation à s'étendre. Je voudrais remercier l'Agence de l'eau Corse, qui a beaucoup œuvré pour notre présence aujourd'hui dans ce cyclo Corsica, dont je crois que c'est la première édition, si j'ai bien compris. Et j'ai l'honneur donc de représenter à la fois la région Occitanie et à la fois l'Eurorégion, pardon. Je salue bien sûr l'ensemble des experts de cette conférence qui sont présents à nos côtés. Et j'ai eu le plaisir déjà de faire connaissance de Antoine Orsini, hydrobiologiste. Lui, il est hydrobiologiste, moi je suis hydrogéochimiste à la base, dans mes études antérieures. On était ensemble à Cyclo, on a déjà échangé. Je vais lui acheter son bouquin et je vous invite à acheter son bouquin. Voilà, après ces remerciements très sincères qui ne sont pas du tout formels, j'en viens au vif du sujet de la sobriété hydrique. Mon intervention sera centrée, ne vous inquiétez pas plus de 10 minutes, sur la nécessaire coopération pour relever des défis communs. La Corse, l'Occitanie, les autres territoires de Méditerranée, et il y en a beaucoup, sont soumis à des problématiques communes en matière de gestion de l'eau. Il est donc important de partager les solutions mises en œuvre dans le cadre de projets de coopération. Voilà, c'est la phase au-delà. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est aussi comment on peut coopérer ensemble pour être plus efficace. Donc je ne reviens pas sur les effets du changement climatique. Il faut bien sûr lutter contre le changement climatique, mais en matière d'eau, on est surtout en recherche de s'adapter au changement climatique. La lutte contre le changement, c'est une ampleur bien plus grande, mais l'adaptation au changement climatique, c'est les questions de l'eau, c'est fondamental. Donc l'idée que l'eau serait toujours disponible pour répondre à l'ensemble des besoins, ça c'est fini. Aujourd'hui, on voit bien que des restrictions d'usage sont de plus en plus fréquentes, à la fois dans l'agriculture, mais aussi dans l'eau potable. J'étais dans les Pyrénées-Orientales cet été, il y a des communes où on est obligé d'amener l'eau avec des bouteilles parce qu'il n'y a plus soit la source, soit les crépines dans le sable, comme on dit. Voilà. Les masses d'eau connaissent des tensions sur la ressource, l'inadéquation entre la disponibilité et les usages, qui sont, et ça c'est inquiétant, susceptibles d'entraver l'atteinte ou le maintien du bon état des eaux et susceptibles aussi d'accroître des tensions, des potentiels conflits d'usage. Donc l'accroissement du changement climatique oblige les territoires à réinventer leur avenir. Je crois qu'on ne peut plus raisonner comme on a raisonné jusqu'à maintenant. On est obligé de réinventer des solutions à la fois stratégiques et à la fois organisationnelles et de gouvernance. Le contexte occitan. Donc je vais essayer d'envoyer une diapo, si j'y arrive. Voilà. Donc l'eau constitue également en Occitanie une ressource précieuse. Non, c'est pas le bon. J'ai sauté une étape. C'est pas dans le bon ordre. Voilà. Excusez-moi. Donc l'eau constitue une ressource précieuse. Elle est le support de milieux aquatiques très riches et très diversifiés, essentiel pour la qualité de vie des populations, mais essentiel aussi pour l'attractivité de nos territoires. Comme la Corse, l'Occitanie est aussi un territoire touristique. Donc c'est indispensable à notre alimentation. Ça permet le maintien et le développement de nombreuses activités économiques. Et vous voyez que les prélèvements, on dit souvent que l'agriculture prélève la majorité de l'eau. C'est vrai, mais dans des proportions sur une année qui sont un peu plus équilibrées entre l'eau potable et l'agriculture. Le reste, c'est l'industrie. Et deuxième dimension, c'est que cette ressource est très fragile et on voit bien qu'avec le changement climatique, sur le pourtour méditerranéen de cette partie-là de l'Occitanie, l'Occitanie c'est 13 départements, on voit qu'il y a des crises de plus en plus importantes. Les sources de pollution sont nombreuses, nos milieux aquatiques subissent d'importantes dégradations et toutes ces pressions pourraient s'accentuer. Donc on a rencontré de grosses difficultés de sécheresse sur les derniers mois et dernières années. Par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, ça fait 3 ans en gros qu'il est tombé très très peu d'eau. Et quand l'eau tombe, elle ne tombe pas bien, ça a été dit. Donc ça pose avec une acuité renforcée la question de la disponibilité en eau et de l'adéquation entre les besoins et les ressources. Même si, il faut le dire, les enjeux ne sont pas aussi forts que ceux qui peuvent exister sur certaines régions de la planète où l'eau fait défaut parfois pour l'alimentation humaine. Mais ça commence, ça arrive chez nous aussi. On a vu tout à l'heure sur les cartes climatiques que l'extension de la sécheresse commence à progresser sur le sud de l'Europe. Le déficit annuel, vous l'avez indiqué en bas à droite, entre besoins en eau et ressources, est estimé aujourd'hui en Occitanie à 200 millions de mètres cubes. Vous voyez, on est sur des
dimensions, sachant que le prélèvement global, je ne sais pas s'il est indiqué, oui, c'est 1,6 milliard, le prélèvement global d'eau. Et le déficit aujourd'hui, c'est déjà 200 millions de mètres cubes. C'est une moyenne. Sur les années exceptionnelles, ça peut doubler. La projection à 2050, sur les différents schémas appuyés sur les conclusions du GIEC, ça peut aller jusqu'à 1 milliard 200 millions de déficit. Si on ne fait rien, c'est ce qui nous attend. Ça veut dire qu'on va modifier tout un tas d'activités. Donc l'eau pourrait rapidement représenter une limite au maintien de l'environnement et à l'aménagement de l'Occitanie, en constituant par exemple un frein à l'accueil de nouvelles populations, alors qu'on accueille aujourd'hui 40 000 habitants de plus par an, et au maintien de l'agriculture, du tourisme, dans leurs pratiques actuelles sur certains territoires. Donc la région s'est mobilisée, c'était la diapo d'après, donc maintenant et avant, je vais y arriver, voilà. La région s'est donc mobilisée, elle a décidé d'agir. La présidente a souhaité, parce qu'elle avait déjà lancé un plan économie d'eau et économie d'énergie dès le premier mandat, mais on a décidé en 2023 d'associer l'ensemble des acteurs et de mobiliser tous les leviers possibles, toutes les solutions, dans l'objectif d'une gestion durable et partagée de l'eau. Donc le premier axe, on en a parlé, c'est de sensibiliser aux enjeux de la gestion dans les équipements régionaux et par exemple en premier dans nos établissements, c'est-à-dire dans les lycées, pour lesquels nous sommes fixés un objectif de réduction des consommations de 20% d'ici 2030. Deuxième axe, alors il y a l'économie, il y a la sobriété. Deuxième axe, c'est l'économie, avec des réutilisations d'eau dans tous les usages, et par exemple dans le tourisme. Et troisième axe, mais j'y reviendrai, c'est sécuriser les besoins en eau. Donc nous aussi, on gère au niveau de l'Occitanie, à la fois sur l'Est et à la fois sur l'Ouest de la région, des sociétés économie mixtes, BRL d'un côté et Riveo du Sud-Ouest de l'autre, qui était l'ancienne CACG, qui gèrent des ouvrages, qui gèrent la ressource. C'est-à-dire pas seulement la quantité et la qualité de la ressource, mais aussi la manière de la gérer, d'amener l'eau au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est toute une technique qui nécessite des investissements, de la recherche, beaucoup d'ingénierie et des sociétés consacrées à ces missions-là. Un petit focus sur la réutilisation des eaux non conventionnelles. Voilà. Donc, on a participé à un programme européen LIFE avec la Catalogne et avec les Baléares, j'en parlais tout à l'heure, qui s'appelle What Save Reuse, que vous pouvez regarder sur Internet. Vous avez les coordonnées, les partenaires, les montants consacrés, programme européen. Et on a, vous voyez, des résultats importants en Catalogne, aux Baléares, en Occitanie, sur un programme qui met en valeur des opérations techniques, de la recherche, de la collaboration entre différentes entreprises, différents groupements, de manière à mobiliser, à agir et à avoir des résultats réels sur la réutilisation des eaux usées. Parce qu'en France, on est au départ à 1% seulement d'utilisation d'eau d'eau non conventionnelle à réutiliser. Dans d'autres pays, Israël par exemple, on dépasse les 90%. Ça veut dire qu'on a quand même une marge de manœuvre, même si on ne va pas tout régler avec ça, on a une marge de manœuvre importante. La région a lancé dans les dernières années une étude qui a défini l'ensemble des potentialités de réutilisation des eaux usées à l'échelle de l'Occitanie. Ça a conduit à un guide méthodologique pour la réutilisation des eaux usées. On a lancé un appel à projet économie circulaire de l'eau qui a très bien marché en 2021, qui a permis à 37 projets qui ont été reçus, dans le cadre de l'appel à projet, 22 dossiers lauréats. On a été obligé de sélectionner parce que les budgets ne sont pas complètement extensibles. Et on a dégagé 11,7 millions de travaux pour une aide régionale estimée à 1,8 million. Tout ça pour vous donner des ordres de grandeur quand on lance des appels à projets de ce type. On a financé également le défi clé Water Occitanie pour stimuler les recherches interdisciplinaires sur la réutilisation de l'eau, dans sa mise en œuvre et l'évaluation de sa pertinence. Ce programme repose sur des pôles régionaux de recherche, très important d'associer les laboratoires scientifiques, les groupements d'intérêt scientifiques. Je l'ai dit, on a, via notre agence de développement, travaillé le projet européen LIFE What Save Reuse, qui répond à un des objectifs clés du 7e programme d'action pour l'environnement, qui vise à faire de l'Union européenne une économie sobre en carbone, économe en ressources, verte, compétitive, ainsi que le nouveau cadre prioritaire 2021-2027 pour la stratégie de l'Union pour un accord équilibré.
Les principaux résultats, c'est des initiatives qui impliquent les touristes, les entreprises, les résidents, les organismes publics. Le projet encourage un changement de comportement, une réduction de la consommation d'eau, des lignes directrices et des outils pratiques qui permettent aux parties prenantes d'adopter des mesures tout en mettant l'accent sur la durabilité auprès des habitants et des visiteurs. Ce projet devait se poursuivre par un nouveau projet, ci-dessous. Hop, je vais essayer d'y aller, le voilà. Il s'appelle WireMed, il est en cours de montage. Il étudiera, il testera et il transférera différentes solutions, méthodologies, approches qui favorisent les économies d'eau et la réutilisation, tout en contribuant à promouvoir un changement de comportement concernant la consommation d'eau. Le projet établira des outils, des indicateurs, des méthodologies communes pour permettre analyse, suivi, comparaison des solutions, pratiques intégrées en matière de pénurie d'eau, mise en place dans les différentes zones rurales, très important, rurales et montagneuses de la Méditerranée. Ce partenariat, WireMed, qui est illustré par cette carte, comporte 11 partenaires de 6 pays, représentant 8 régions de Méditerranée. Le consortium est structuré pour combiner un large éventail d'expertise et de points de vue régionaux, garantissant ainsi une approche globale de la lutte contre la pénurie d'eau dans les zones rurales et montagneuses de la Méditerranée. Voilà, je ne suis pas plus long, je vous remercie et vive la coopération euro-méditerranéenne. Merci à vous. Bravo. Merci infiniment pour toutes ces explications. Alors, on va prendre encore un petit peu plus de distance, Jeanne, si c'est possible, pour aller direction la Toscane, cette fois-ci. Magie d'Internet, nous devrions retrouver Monsieur Fabrigne. Il est consultant international représentant l'autorité des eaux de Toscane. Michelangelo, est-ce que vous nous entendez? Oui. Et bonjour. Vous m'entendez? On vous entend, on vous voit. C'est la magie d'Internet. Merci d'être avec nous. Alors, Michelangelo, lorsque l'eau potable vient à manquer, il est techniquement possible de dessaler l'eau de mer. C'est le cas dans les usines de l'archipel toscan et vous allez nous expliquer tout ça. Merci bien. Buongiorno a tutti e a tutte voi. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir invité à cette importante conférence. L'autorité des eaux de Toscane en Italie est un organisme public régional chargé de planifier et contrôler les services intégrés de l'eau. Est-ce que pourriez-vous mettre les slides? Nous nous organisons. OK, merci bien. La prochaine, s'il vous plaît. Merci bien. En Toscane et en Corse aussi, bien sûr, nous le constatons depuis des années que nous disposons de moins et moins d'eau potable. Toutefois, assurer l'approvisionnement aux citoyens est une mission de service public. Et avec la diminution de la ressource, nous devons nécessairement investir davantage dans l'infrastructure. En 2022, plus de 320 millions d'euros ont été dépensés en Toscane, principalement pour l'entretien extraordinaire des réseaux et des usines et pour la réduction des pertes. La prochaine slide, s'il vous plaît. En 2023, le volume d'eau prélevée dans l'environnement s'élève à un peu plus de 400 millions de mètres cubes, dont 43% provenant des puits, 32 des rivières et des lacs, 25 des sources et 0,32% du traitement de l'eau de mer. Et voilà, c'est ici qu'intervient la production d'eau potable par dessalement de l'eau de mer. La prochaine slide, s'il vous plaît. Comme vous le savez, la Toscane possède un archipel. L'île la plus importante est certainement l'île d'Elbe, où vivent environ 30 000 habitants et qui constitue une forte attraction touristique. Mais il y a également 6 petites îles très proches de la Corse. Certaines d'entre elles sont habitées et touristiques, mais l'eau ne suffit pas.
Il faut savoir que jusqu'aux années 1980, toutes les îles étaient approvisionnées en eau dans les continents par des bateaux, avec des coûts élevés dans la facture, et que l'île d'Elbe est toujours approvisionnée par une conduite sous-marine vieille de plus de 30 ans, sous risque de casse due à l'usure. Le dessalement est la solution pour atteindre l'autonomie en eau dans toutes les îles habitées. En effet, avec le dessalement, de grandes quantités d'eau sont mises à la disposition des résidents et des touristes. Et avec le système d'osmose inverse, qui consomme moins d'énergie que les autres systèmes, on peut aussi économiser sur la production d'eau douce. Le dessalement de l'eau de mer est utilisé depuis des années dans diverses parties du monde, y compris la Méditerranée. Considérons par exemple qu'en Espagne, environ 13% de l'eau potable est produite avec ce système. Certains pays, dont certainement l'Italie, bien sûr, et la France, continuent à considérer ce système d'une huile critique. Parmi les obstacles, on peut citer les contraintes environnementales, principalement dues à l'élimination de la fraction saline restante, et la consommation énergétique élevée des installations. Mais les progrès technologiques permettent de contrer ces éléments négatifs. La prochaine slide, s'il vous plaît. Retourner à les îles toscanes, voici en résumé la situation à ce jour. L'île de Giglio est autonome depuis des années avec une station qui produit 35 litres secondes. Ils sont tout petits. Hein? L'île de Capraia est également autonome. En effet, une installation produisant 10 litres secondes d'eau potable fonctionne depuis des années. L'île de Giannutri est la plus petite et dispose d'une station produisant 1,2 litres secondes. Sur l'île d'Elbe, une station de 80 litres secondes est en cours de construction et sera opérationnelle les prochaines années, qui deviendra la station plus importante du centre d'Italie. Voilà, ici je vais utiliser le temps qui m'est encore disponible pour vous montrer une petite vidéo sur l'île de Capraia. C'est en italien, mais peut-être traduit en français, je ne sais s'il faut capable. Qui, comme vous le savez... Ah, ok. L'île de Capraia, vous le savez, elle est plus proche du port de Macinaggio en Corse qui de la côte italienne. Et il tient à sa petite usine. J'espère que cela aidera dans les choix futurs que la Corse devra faire pour faire face à la crise de l'eau qui se profile déjà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation des travaux de cette conférence. Et si vous pouvez lancer les vidéos, je vous remercie. Bonne journée à tous. Merci à vous, Michelangelo. Sull'isola di Capraia c'è un dissalatore che funziona da molti anni, ha un'ottima performance in termini di qualità dell'acqua e di quantità dell'acqua. Anche nel caso di Capraia è stato fondamentale per garantire l'autonomia idrica dell'isola, è un'isola ad alta vocazione turistica e quindi poter garantire l'approvvigionamento idrico che non dipende più, come avveniva molti anni fa, dalle navi cisterna che portavano l'acqua
quando le condizioni meteomarine lo consentivano. Aver garantito questa fornitura di acqua continua sicuramente ha rappresentato un elemento di grande importanza per lo sviluppo dell'isola. Sui dissalatori ci sono tanti pregiudizi rispetto al loro impatto ambientale, vero o presunto. Uno di questi riguarda lo scarico che il dissalatore poi produce dopo aver prodotto appunto acqua potabile. Questa viene chiamata in alcuni casi salamoia, che fa ricordare un blob che è pieno di sale che casca nell'acqua. In realtà non è così, è un'acqua che dal punto di vista visivo è totalmente simile, uguale a quella dell'acqua di mare, ha una concentrazione di sale maggiore dell'acqua di mare perché il sale viene tolto dalla restante parte dell'acqua proprio per renderla potabile, ma è una concentrazione che assolutamente viene gestita bene in uno scarico, anche uno scarico tradizionale. L'impianto di dissalazione di Capraia è in funzione dal 2004, è il nostro primo impianto di dissalazione realizzato. Produce 100.000 metri cubi di acqua trattata di ottima qualità, praticamente coincidente a un'acqua sorgiva, per l'isola di Capraia. Nelle punte estive, chiaramente l'isola è turistica, produce 8 litri al secondo, cioè 700 metri cubi giorno. Questo grazie alla presenza di pozzi realizzati sulla linea di costa che emungono acqua di mare, viene inviata all'impianto dotato di sistemi di microfiltrazione a cartucce e ceramici, nonché di una pompa di alta pressione che consente di immettere l'acqua nel sistema osmosi. Cos'è il sistema osmosi? È un sistema di membrane capace di filtrare i sali quasi completamente del tutto, creando un'acqua, diciamo, distillata o in gergo demineralizzata. Talmente demineralizzata è quest'acqua che richiede, prima di essere immessa nell'acquedotto potabile, un processo di rimineralizzazione tramite il passaggio in contenitori riempiti di roccia dolomitica. Quindi roccia che è capace di trasferire un giusto contenuto salino, grazie all'equilibrio della CO2 che moduliamo, di nuovo il contenuto salino in calcio e magnesio all'acqua per renderla potabile. Capraia tra l'altro è impegnata in uno sforzo importante di innovare complessivamente tutte le proprie infrastrutture, diciamo nell'ottica di creare una smart city o una smart island, se così possiamo dire. E anche nel settore dell'acquedotto c'è uno sforzo importante, per esempio per sostituire i contatori tradizionali con dei contatori smart che possano essere teleletti e che possano dare agli utenti soprattutto delle informazioni in tempo reale rispetto ai loro consumi e alla quantità dell'acqua consumata quotidianamente, giorno per giorno. Alors j'ai vu des sourcils se lever pendant l'intervention de Monsieur Fabry. On aura l'occasion d'échanger sur ce sujet. Je ne sais pas s'il est encore avec nous. Quoi qu'il en soit, on le remercie de nous avoir proposé cette alternative et on peut applaudir cette intervention. Madame Celia, Mademoiselle Celia. Je suis là. Dites-moi. Je voudrais agendre à une petite chose. Il y a quelque temps, j'ai parlé avec le maire de Rogliano. Vous savez que les petits ports... Vous le savez, ok. Il m'a dit que l'année passée, il a été à visiter l'usine. À Macinaggio, il y a l'unique et petite usine de dessalement dans la Corse. Il est un petit plus petit de Capraia. L'année passée, monsieur le maire, il est venu à visiter l'île de Capraia et l'usine pendant la fête du calamar. Cette année, cette fête se tiendra les prochains samedi et dimanche 30 et 31 d'octobre. Et vous êtes tous invités à venir à On cette se donne fête. rendez-vous alors, Michelangelo, merci. On va essayer d'honorer l'invitation. On vous remercie. Peut-être que vous resterez avec nous pour les échanges Voilà, bien sûr, bien questions-réponses. Allez, on va poursuivre. Jusqu'à la fin. On va poursuivre, si vous êtes d'accord. On a dit qu'on allait voir comment ça se passait sur l'ensemble de la Méditerranée. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous
Giuliano Pateri, directeur général de l'autorité des eaux de Sardaigne, accompagné de monsieur Denis Luciani, qui va nous simplifier la tâche en traduisant. Alors nous, on aimerait savoir comment est gérée l'eau en Sardaigne. Sì, prima di tutto buongiorno a tutti, grazie per aver consentito e aver richiesto la nostra partecipazione a questo evento che seguiamo ovviamente molto volentieri anche per scambiare delle opinioni e delle sensazioni all'interno di aree che sono molto vicine, che sono molto contermini. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et surtout pour avoir la possibilité d'échanger sur cette question cruciale avec des régions tout autour de notre environnement naturel. La situazione in Sardegna è leggermente diversa da quella che è stata rappresentata dai relatori che mi hanno preceduto, perché la gestione delle acque in Sardegna è effettuata a livello regionale, e cioè la regione Sardegna ha la capacità, la possibilità per norma di poter gestire l'intero ciclo delle acque. Alors la situation est différente de ce qui a été exposé jusqu'à aujourd'hui, puisque la région Sardaigne a la capacité totale de gestion de l'eau. Donc elle définit elle-même sa politique de gestion de la ressource aquatique. Esercita questa gestione attraverso alcune realtà pubbliche che sono l'autorità d'ambito, che è rappresentata diciamo dall'organo politico, che quindi ha la possibilità di effettuare le scelte che riguardano appunto la gestione delle acque, e ha una sua autorità, ha una sua agenzia di distretto, che invece rappresenta la parte più tecnico-scientifica che è alla base delle decisioni che vengono prese. Alors, il y a deux organismes qui ont cette gestion. Il y a la partie de la gestion politique qui est représentée par ce qui est directement lié au gouvernement de la région, et puis il y a une agence qui est chargée de la gestion beaucoup plus technique de la ressource en eau. La gestione quindi si estende non solo alla parte diciamo di gestione della risorsa, e quindi di assegnare le varie risorse idriche ai vari settori, ma ha in capo anche la gestione delle infrastrutture. La gestione delle infrastrutture è in particolare delegata all'ente che io rappresento, che si chiama ENAS, che è l'ente acque della Sardegna. Alors, la gestion comprend également la gestion des infrastructures, dont le représentant est ici, donc qui a la gestion de tout ce qui est des infrastructures en eau de la région Sardaigne. Il s'appelle l'ENAS. Quindi la genesi storica di questo sistema deriva in realtà dalla grande scarsità d'acqua che ha sempre subito la Sardegna, e negli anni 90 in particolare alcune crisi idriche hanno portato effettivamente dei grandissimi disagi anche alla popolazione residente. Alors la raison de cette organisation, c'est le problème de la ressource en eau en Sardaigne, qui est une ressource assez rare, et notamment dans les années 90, 90, où il y a eu ce problème de la ressource a été particulièrement aigu et a mené même des conséquences sur la population. E quindi si decise di mettere a sistema tutte quelle infrastrutture che erano esistenti, trasferirne la proprietà e la gestione in capo alla regione, che così poteva effettuare delle scelte che non fossero soltanto a vantaggio di chi in quel momento gestiva quella particolare risorsa, ma potevano essere messe a disposizione dell'intera regione Sardegna. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des ressources et des organismes qui géraient l'eau a été transféré à la région Sardaigne, de manière qu'elle puisse faire ses choix politiques destinés à l'ensemble des secteurs et à l'ensemble des régions de l'île. Questo ha consentito in particolare la creazione di un sistema che in questo momento ha 32 invasi, 32 grandi invasi, ha circa 1000 chilometri tra condotte, circa 750 chilometri di condotte e 250 di canali, permette lo stoccaggio di 1 miliardo e 400 mila metri cubi d'acqua,
è una distribuzione annua di circa 750 milioni di metri cubi ai vari utenti, in particolare 450 milioni all'agricoltura, 250 milioni al potabile e 50 milioni per l'uso industriale. Alors, je pense qu'il a énuméré toute une série de chiffres, donc parmi les plus importants, donc plus de 1000 kilomètres de canalisation, plus d'1,5 milliard de mètres cubes de réserve, et ensuite la distribution aux différents secteurs, que ce soit l'agriculture, l'eau potable domestique ou aux autres infrastructures. Esatto, quindi oggi noi ci troviamo ad affrontare anche ciò che è stato descritto dai precedenti relatori, quindi una serie di cambiamenti climatici. Questi cambiamenti climatici stanno effettivamente mettendo a dura prova l'intero sistema. Alors aujourd'hui, la Sardaigne, comme les autres régions de Méditerranée, se trouve aux prises avec des changements climatiques qui mettent également à l'épreuve le système et les infrastructures qu'elle a choisies. In particolare quest'anno, l'anno idrologico appena passato, è stato caratterizzato da un'enorme scarsità di precipitazioni. In particolare è stato in Sardegna l'anno meno piovoso degli ultimi 120 anni in cui ci sono delle misurazioni. Alors, les problèmes se sont posés notamment l'année dernière, puisqu'on a eu une année particulièrement sèche. Ça a été l'année la plus sèche depuis les 120 dernières années qui ont été mesurées. E quindi che cosa abbiamo potuto sperimentare da questa particolare situazione di stress del sistema? Che in realtà per quest'anno hanno retto tutte le parti che erano fortemente interconnesse. Quindi il trasferimento idrico delle acque da bacini che hanno avuto tutto sommato un anno positivo o comunque un anno medio verso quelli che hanno avuto un anno invece diciamo sfortunato, ha consentito di limitare fortemente i danni e i disagi. Noi per esempio, nonostante quest'anno estremamente poco piovoso, non ci sono state restrizioni idriche per la popolazione, ci sono state restrizioni idriche per l'agricoltura ma non per le persone. Alors, le système en place a permis de gérer, de transférer des régions qui n'avaient pas connu de problèmes d'alimentation en eau vers les régions qui en avaient. Donc, ça a permis cette gestion-là. Et, par exemple, il n'y a pas eu de restriction pour l'alimentation en eau de la population grâce à cette gestion. Quindi questo che cosa propone? Propone in realtà dei temi che sono legati anche alle sfide future, a ciò che noi dovremmo iniziare a fare. In particolare qualcosa che ha a che fare molto col tema di oggi, che è il tema del risparmio, della sobrietà dell'utilizzo dell'acqua, e quindi con un tema e un focus molto approfondito soprattutto sugli usi agricoli et quindi sul massimizzare la resa dell'acqua in agricoltura. Alors, sur le thème d'aujourd'hui, ce qui est particulièrement intéressant et sur l'axe sur lequel ils ont beaucoup travaillé, c'est sur l'eau agricole et sur l'hypothèse de maximiser l'utilisation de l'eau agricole dans un contexte de ressources idriques plus faibles. E quindi questo ha ovviamente anche un riflesso sull'utilizzo di nuove tecnologie e quindi anche la possibilità di fare la cosiddetta agricoltura 2.0 e quindi che consenta l'utilizzo dell'elettronica anche sui campi coltivati. Il secondo tema molto importante è il riutilizzo delle acque reflue e quindi con questo consentire di avere una maggiore risorsa a disposizione. E terzo punto, da un lato infrastrutturale invece continuare a migliorare tutte quelle interconnessioni anche verso i bacini e verso anche altre aree che precedentemente non erano state inserite perché storicamente ricche d'acqua. Alors, il y a en fait trois axes. Il y a d'une part l'utilisation des nouvelles technologies dans la gestion de l'eau agricole, notamment de l'électronique, avoir une agriculture 2.0. Ensuite, c'est sur l'utilisation des eaux utilisées dans le système agricole, une réutilisation. Et le troisième axe, c'est d'orienter les régions, l'eau des régions où elle a été stockée vers les régions qui n'avaient pas jusqu'à aujourd'hui des problèmes en eau
et qui en ont eu maintenant donc d'effectuer ce basculement et cette connexion. Poi d'altro canto, e in ultimo, per concludere, è importante anche la sfida che stiamo cercando di affrontare, che è relativa anche alla diminuzione dell'impronta di carbonio, diciamo, dell'acqua distribuita, in particolare cercando di utilizzare dove è possibile, sapendo benissimo che l'acqua ha anche dei potenziali energetici che sono molto, molto importanti, e quindi di consentire la produzione di energia idroelettrica, energia da fonti rinnovabili comunque, in maniera tale da far sì che l'impronta e quindi di essere minori contributori del cambiamento climatico in questo momento. L'autre point est d'essayer de diminuer l'empreinte carbone dans l'exploitation hydraulique et d'essayer de rechercher de nouveaux axes de production qui précisément tendent à diminuer cette empreinte carbone et donc à un moment donné à influer sur le dérèglement climatique. Vi ringrazio per l'attenzione. Merci, Grazie. M. Patet. Et merci à tous les intervenants pour leurs explications qui ont certainement piqué votre curiosité. Le temps est venu des questions-réponses. Alors, soyons très clairs, je vais vous laisser le choix. Nous avions prévu une pause un petit peu longue, on peut la sacrifier pour le temps des questions-réponses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes d'accord? Pas trop fort, mais ok, je prends ça pour un oui. Alors, qui a des questions? Vous levez la main, on a une hôtesse qui va se charger de vous passer le micro. On vous écoute, en sachant que les intervenants aussi ont le droit de poser des questions. Ou alors vous avez été redoutablement clair. On ne vous voit pas bien. Ne soyez pas timide. Ah, je vois une main qui se lève. Monsieur. Notre hôtesse se dirige vers vous. Ah non, il y a deux mains qui se lèvent. Alors il y a un monsieur qui est là-bas aussi, pardon. On vous écoute. On voit pas. Bonjour, Ange de Tchéco, directeur de l'Office hydraulique. J'avais une question pour nos amis sardes. Donc j'ai entendu des chiffres, des volumes de stockage, de la canalisation, une priorisation sur l'eau potable, puisqu'il y a des restrictions qui ont été faites sur le monde agricole cette année, ce que j'ai compris. Mais j'ai pas entendu, alors peut-être parce que je suis un peu loin, est-ce que vous aviez des problèmes de qualité de l'eau? Et si oui, comment vous les gérez, aussi bien sur la partie agricole que non agricole? Merci. Sì, ovviamente anche la qualità dell'acqua è un tema estremamente importante, è un tema fondamentale. L'ente che quindi gestisce sia la parte relativa ai bacini che alla parte relativa alla distribuzione dell'acqua compie costantemente delle misurazioni qualitative dell'acqua. Vengono ripetute a seconda delle misurazioni o giornalmente o settimanalmente o mensilmente, e quindi c'è la possibilità di controllare quella che però dobbiamo dire essere acqua grezza, cioè acqua che poi viene effettivamente convogliata in impianti di potabilizzazione che poi la rendono conformi ai parametri per il consumo umano. Oui, alors il y a des mesures, effectivement c'est une question fondamentale, il y a des mesures qui sont faites journalement, chaque jour, à la semaine et au mois, donc qui sont ensuite retransmises de manière à ce, pour ce qui est de l'eau potable, il y ait un contrôle et que cette eau soit conforme aux normes définies pour sa potabilisation, pour qu'elle soit distribuée donc, en tant qu'eau potable. Tra l'altro su questo punto è in corso anche un progetto europeo che si chiama Prime Water, con il quale stiamo verificando alcune possibilità di fare monitoraggio anche da satellite tramite lo spettro dell'infrarosso, e questo consente di verificare anche le condizioni per le quali siano delle fioriture algali che poi provocano delle tossine abbastanza pericolose nelle acque. E questo per poter fare anche delle azioni gestionali, in particolare anche nei trasferimenti idrici tra un bacino e l'altro, iniziarli e compierli quando ancora, o meglio, quando questo produce anche un miglioramento della qualità. Oui, alors la Sardaigne a participé à un programme de gestion qui sera fait par satellite, qui est des mesures par infrarouge, c'est ça?
misure di controllo Sì, dello spettro. dello spettro pour justement, lorsqu'il y a transfert d'un bassin de réserve d'eau vers un autre bassin, que ces mesures permettent une vision beaucoup plus générale et beaucoup plus pointue de ce contrôle de la qualité de l'eau. Come si chiama il programma? Prime Water. Prime Water, c'est le programme donc, européen auquel participait la Sardaigne. Monsieur. Oui, Monsieur Lopez, élu de la commune de Bonifacio. Ma question va plutôt concerner le problème lié à la sécheresse des sols. Je pense que quand on voit les évolutions ou même les dérèglements climatiques à l'échelle humaine, c'est que ça va très très vite. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce qu'a dit Monsieur Orsini. Il pleut autant qu'avant, mais il pleut plus différemment, quoi, mal. C'est vrai qu'on a tendance à dire il pleut plus, il pleut moins, il y a plus de vent. À Bonifacio, c'est de vent, il y a plus ou moins de vent. Je pense que c'est pareil, sauf que c'est différent. Pour un hydrogéologiste, je pense que c'est différent par rapport à la pluie en elle-même, mais l'humain, je pense que ça peut être différent par rapport aux conséquences. C'est-à-dire que vous voyez, donc il pleut différemment parce qu'il y a le dérèglement climatique, il y a l'augmentation donc, des températures. Moi, ma question posera plus en tant qu'élu local, parce que le dérèglement climatique, malheureusement, je ne pourrais rien y faire, enfin, ou très peu, surtout ce qui peut être aménagement du territoire, parce qu'on a survolé ou à peine abordé le problème urbain. Mes deux questions seraient, est-ce que sur vos études que vous avez faites en comparant l'évolution des températures avec la sécheresse des sols, est-ce qu'on pourrait dire avoir l'influence sur certains territoires qui sont beaucoup plus urbanisés sur les 50 dernières années? Est-ce que l'urbanisation à outrance dans certains endroits a une influence plus importante que le réchauffement climatique? La deuxième question, est-ce que sur certaines communes, ou est-ce qu'on a des exemples d'aménagement du territoire où on a pu mettre des ouvrages pour traiter un peu la gestion de l'eau, les ruissellements dans les villes? Parce que bon, voilà, mes deux questions. La fameuse frontière entre le climat et la météo, Patrick. Donc, juste pour l'évolution de l'indice d'humidité du sol, ce que j'ai présenté là, ce n'est pas une maille assez fine pour estimer ce qui se passe sur les villes corses. Évidemment, les grandes métropoles ont des conséquences sur le cycle hydrologique, notamment parce qu'au-delà de l'utilisation qu'elles font, ça augmente l'évaporation, et par ailleurs, elles ont tendance à s'affaisser. Mais en tout cas, d'ailleurs, j'en profite pour, puisque j'ai le micro, pour évoquer ce que j'ai présenté, notamment sur les projections climatiques. C'est un scénario intermédiaire. Je crois qu'il faut tous comprendre qu'il y a de l'incertitude qui est ajoutée. Cette incertitude, il faut la gérer, notamment dans l'adaptation. C'est-à-dire que cette adaptation qui, d'ailleurs, ne correspond pas forcément à conserver l'existant, mais plutôt à s'adapter à un futur qui va être différent. Cette adaptation, elle doit être intelligente, c'est-à-dire que favoriser notamment les stratégies sans regret. Voilà. Et puis, effectivement, il faut continuer du côté de la météorologie à diminuer la maille, c'est-à-dire augmenter la résolution des modèles pour avoir sur le territoire des renseignements de plus en plus précis, mais toujours avec une incertitude, mais par contre objectivée, qui permet justement des décisions. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, je voulais juste savoir si vraiment l'influence, parce qu'on fait des calculs sur le réchauffement climatique sur les 50 dernières années, est-ce que certains endroits avec le même réchauffement en France, par exemple, mais qui ont subi une urbanisation beaucoup plus importante, est-ce que la sécheresse des sols est plus importante? Non, on ne peut pas répondre à ça, en fait. On ne peut pas répondre à ça. Voilà. C'est quand même même ce que j'ai présenté sur la diminution des précipitations, hein, c'est quand même les résultats du GIEC, donc avec une maille à 100-150 km. Ce que j'ai présenté après, c'est une maille réduite, ce qu'on appelle une descente d'échelle. Mais globalement, il faut comprendre qu'il faut aussi un jeu d'observation pour arriver à dire ça a évolué, quoi. Et les jeux d'observation, ils sont denses à partir des années, on va dire, 1950. Hein. Avant, ce qui s'est passé, on ne sait pas trop, quoi. Et donc, et même sur la Corse, hein, on avait surtout des mesures littorales. Donc après, on a des techniques de spatialisation, mais je ne peux pas répondre précisément sur ce qui peut se passer. Voilà, l'indice d'humidité du sol sur les métropoles corses. Par contre, sur les grandes métropoles, ça c'est évident. Hein, il y a un effet. Oui.
Ok, merci. Antoine, tu veux compléter? m'autorises. Sur le deuxième volet, le volet urbanisation et gestion de l'eau, notamment des eaux de pluie. Bon, sur la Corse, je ne connais pas trop s'il y a des communes qui l'ont déjà fait, mais je vous conseille à toutes et à tous d'écouter Jean-Marc Bourniquel qui va présenter une étude qu'il fait sur le continent. Je ne vois pas Jean-Marc parce que je suis ébloui. Vous aurez pu éclairer la salle pendant les questions, s'il vous plaît. Et donc, parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir de récupérer les eaux de pluie. C'est l'avenir aussi d'éviter le ruissellement urbain. Je rappelle toujours qu'une inondation, c'est du débordement de cours d'eau, c'est du ruissellement urbain, c'est de la submersion marine. On a ces trois phénomènes. Quand ça tape sec, demandez aux Ajacciens. Voilà, donc on inonde les cannes et les routes quand on a les trois phénomènes. Donc aujourd'hui, rappelez aussi aux élus, dont je fais partie, qui a la loi ZAN, zéro artificialisation nette, il faudra qu'on s'adapte. Mais votre question elle est fondamentale sur ce qui se passe dans l'urbain, notamment le ruissellement. Où pour éviter le ruissellement, il faut que ça s'imprègne. Donc aujourd'hui, il faut faire des parkings pas étanches, voilà, pas d'enrobés. Merci pour ces explications. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, deux mains. On vient vers vous. Oui, bonjour. Merci vraiment pour la qualité des exposés. Peut-être pour répondre directement à mon voisin. Il y a de bonnes nouvelles. Premièrement, il y a des études de cette nature qui sont menées donc en métropole. C'est la première réponse. On sait maintenant quantifier des phénomènes de surface liés à l'artificialisation, l'imperméabilisation, et ça passe par des bases de données. Donc, on en mesure avec l'incertitude qui vient se rajouter sur le changement climatique, mais on peut faire une descente d'échelle localement tout en gardant effectivement une maille sur l'incertitude climatique plus importante. Mais il y a des gros travaux qui sont faits. On y participe d'ailleurs dans le nord de la France, l'Adopta. Allez voir ce que fait l'Adopta. Et deuxième peut-être bonne nouvelle, c'est que vous avez demain sur votre territoire une donnée qui va permettre justement d'enrichir, d'alimenter toutes ces études. On la porte pour la CDC actuellement. Voilà. Merci Madame pour ces explications. Une experte donc dans le public que je ne vois pas, mais je vous remercie. Alors, il y avait une autre main qui se levait. Oui, bonjour, Charles Kipon, collectivité de Corse. Moi, j'avais une question pour M. Ribillou. En fait, tout à l'heure, vous avez montré une cartographie avec effectivement l'assèchement des sols. Alors, il y avait l'augmentation des températures, mais j'aurais aimé savoir s'il y avait des études existantes sur les vents, puisqu'effectivement, il y avait un élément très important qui a été montré, c'est l'évaporation. L'évaporation doit normalement aussi guider les stratégies qui doivent être mises en œuvre, notamment je pense au stockage, mais aussi sur la gestion des milieux aquatiques. Et j'aurais aimé savoir si effectivement ces études en température étaient couplées à une analyse des vents. Alors en fait la demande évaporative qui augmente, c'est l'évaporation et l'évapotranspiration potentielle, où effectivement il y a le paramètre vent qui intervient. En fait, il ne faut pas confondre le vent moyen et les tempêtes. On est d'accord? Donc il y a eu une période dans les années 90-2000 avec des tempêtes importantes, ça a baissé, et ces dernières années, on en retrouve des tempêtes. Mais en fait, le vent moyen est plutôt à la diminution, et les projections climatiques sont plutôt à la diminution du vent moyen en Méditerranée. Donc, ceci dit, le paramètre prépondérant pour l'augmentation de la demande évaporative, c'est vraiment la chaleur, quoi. Et d'ailleurs, où vraiment on est très, très robuste sur les données, c'est vraiment sur les températures. Le cycle hydrologique, c'est compliqué. Il y a l'évaporation, l'évapotranspiration, le ruissellement, le drainage. Tout ça est modélisé avec des schémas de surface qu'il faut améliorer sans arrêt. Donc on garde une incertitude là-dessus. Mais pour répondre à votre question, on va plutôt vers une diminution des vents moyens en Méditerranée. Et sur l'orientation des vents? Sur l'orientation des vents, on va faire la circulation générale. En fait, globalement, la tendance, et ça devient un peu plus certain sur les dernières études, on va vers une extension de ce qu'on appelle la cellule de Hadley, c'est-à-dire une grande cellule convective qui part de l'équateur, qui va vers l'altitude nord, qui s'arrêtait jusqu'à présent à cause de la quantité d'énergie vers le 30e parallèle et qui va un peu plus loin. Donc on va avoir une Méditerranée, notamment dans la partie sud, sous des masses d'air subsidantes qui s'écrasent, qui réchauffent. Voilà. Et à contrario, alors j'ai pas envie de parler de tropicalisation de la Méditerranée, mais effectivement, moins de vent moyen. Voilà. Merci. Merci Patrick. Une main se lève.
Bonjour, Madame Touquet de la CAPA. Je voulais avoir une information sur l'eau de dessalement de mer. Si le monsieur, je ne sais plus son nom, Monsieur Fabry, voilà, avait des chiffres à nous donner sur le coût de production, y compris, on va dire, la réinvention des réseaux, puisque si c'est de l'eau de dessalement de mer, ça veut dire qu'on est en bord de mer, et que s'il y a un peu de relief, etc., il faut modifier les réseaux qui étaient probablement existants au préalable. Donc les infrastructures et le coût de fonctionnement. Ouais. Ok. Et la Monsieur production. Fabry est Et la toujours là? production. Je suis là. Je suis là. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu cette question? Oui, je l'ai entendu. Je n'ai pas de réponse ensuite, mais vous avez mon email et comme vous savez, je suis le consultant, je ne suis pas un technicien. Et je vais passer votre question directement à l'office technique de l'autorité et il va vous répondre sur moi. Alors pas aujourd'hui, mais vous aurez une réponse. Je vous demande si vous voudriez passer mon email à madame et je passe la question à l'autorité. Ce sera fait. Merci. Merci. Merci bien. Nous avons une question par ici. Merci, bonjour. Annick Mièvre, agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, encore. Sur le dessalement, toujours. Donc, monsieur a indiqué tout à l'heure les enjeux liés à la pollution et au coût énergétique, en indiquant que la technologie permettait aujourd'hui d'y répondre. Donc, j'aurais aimé connaître quelles étaient ces solutions. Michelangelo, vous êtes là? Oui, encore une fois. Disons, je vais répéter que je ne suis pas un technicien, mais nous sommes en train de présenter un projet conjoint de presque toutes les îles de la Méditerranée sous le thème de la dessalation. Nous nous sommes déjà confrontés sur le premier nombre et disons que nous avons vérifié, par exemple, que pour nous l'autorité des eaux de Toscane, quand nous avons commencé à projeter la nouvelle usine de l'île d'Elba, nous avons vérifié la possibilité de sauver les champs comment il s'appelle, les champs du mer. Les herbiers de Posidonie, peut-être. La Posidonie. Eh oui. J'oublie toujours la parole. Le poumon de la Méditerranée. Oui. Et nous avons étudié, l'autorité a étudié la possibilité de sauver la Posidonie et nous avons fait des tests qui vérifient cette sostenibilité et la décharge de l'usine, il ne va pas contracter la survivance de la Posidonie. Et en termes de coûts énergétiques, par exemple, en Malta, il a fait un nouveau usine dans l'île de Gozo, où le coût énergétique, c'est plus bas que les autres. Et ils sont 2,8 kW par unité, mais je ne sais pas quelle unité, si c'est par jour, par heure. Pour vous venir en aide, Michelangelo, notre expert de Sardaigne, Monsieur Pater, il y a peut-être des éléments pour vous. Sì, da dati di letteratura io non conosco ovviamente l'impianto che sta lì, ma da costi di letteratura si aggirano comunque
intorno quantomeno ai 3-4 euro a metro cubo, che sono sicuramente molto inferiori rispetto a portare con una nave, che sono costi che ovviamente stanno forse 5-6 volte tanto quantomeno. Quindi sicuramente c'è un'economicità nel poter utilizzare questo tipo di tecnologia, però diciamo che da dati di letteratura parlano comunque di queste cifre. Voilà, donc les chiffres donnés, c'est 3-4 euros au mètre cube, hein, ce qui est nettement plus faible que de transporter l'eau du continent toscan sur les îles comme Capraia. Voilà. Merci pour cette précision. Antoine, tu veux nous parler des herbiers de Posidonie voilà, et des saumures? Je ne suis pas spécialiste du milieu marin, mais je lis beaucoup. Je sais que dans les îles méditerranéennes qui pratiquent le dessalement d'eau de mer, je peux comprendre qu'à Capraia, il n'y a pas beaucoup de grosses rivières, de grosses nappes souterraines. Vous n'avez peut-être pas le choix. Donc je veux bien le concevoir, et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Il ne faut pas mettre en avant que ça consomme peu d'énergie. Ce n'est pas vrai, ça consomme beaucoup d'énergie. Mais surtout, dans ces îles, quand on regarde l'herbier de Posidonie, il est impacté. Alors, il n'est pas seulement impacté par la sursalure, c'est-à-dire les saumures qui sont rejetées. Je le regarde dans les yeux. Mais surtout impacté par la mauvaise qualité chimique de l'eau qu'on rejette. Quand, dans le process, il y a beaucoup d'éléments toxiques, des éléments de traces, pour ne pas parler de métaux lourds. Je dis souvent à ceux qui font du dessalement d'eau de mer, pourquoi vous ne récupérez pas les saumures et faire des marais salants pour récupérer le sel? Alors on me dit, vous ne vous rendez pas compte, c'est du poison. Alors c'est du poison pour l'homme, mais ce n'est pas du poison pour l'herbier de Posidonie. Donc mettre en avant cette seule solution, c'est, je pense, une erreur stratégique. Par contre, dans certaines îles, je comprends parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que vous nous avez expliqué, Michelangelo, que ça a été amené en bateau et ça coûte cher. Je ne pense pas que l'osmose inverse, ce soit gratuit. Hein. Bon, on a des chiffres, 4 euros, et après, il faut rajouter quelques euros pour distribuer. Il fallait que tu mettes ton grain de sel. Alors, monsieur Cadoré, vous voulez préciser quelque chose? Regardez, hop. Merci. C'est gentil. Non, juste pour donner on a cette réflexion en Occitanie aussi, mais pour l'instant, franchement, on a fait comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le choix politique de la région, c'est pas d'aller là-dessus, même si évidemment on observe ce qui se passe dans d'autres pays où des solutions autres sont pas forcément possibles. Il se passe beaucoup de choses, Maroc, Tunisie, Égypte. Là, ça y va à coups de milliards, hein, les investissements sur le dessalement. Bon, nous, on n'en est pas là. Loin de là, et je pense qu'il faut garder un œil dessus en termes de technologie, d'évolution des prix, de la baisse des consommations d'énergie, des technologies, de l'environnement, ce qui a été dit sur ces milieux naturels, mais il y a plein d'autres conséquences. Le fait de produire du sel, je crois qu'on en est loin. En tout cas, personne n'a dit comment faire, et ni quelle qualité de sel il y a au bout, ni pourquoi faire. Voilà, donc c'est un peu du domaine, je dirais en langage populaire, c'est un peu de la science-fiction encore pour nous, hein, le dessalement. Ceci dit, on garde un œil dessus parce qu'effectivement, il se passe des choses un peu partout. Mais je veux conclure là-dessus, c'est ne partons pas là-dessus tant qu'on n'a pas fait les économies d'eau, tant qu'on n'a pas fait les changements de pratiques, tant qu'on n'a pas étudié l'aménagement des bassins versants, la réinfiltration de l'eau dans les nappes, les mesures qui ont été dites d'infiltration d'eau partout, l'ensemble de ces petites solutions et l'ensemble des grandes solutions aussi avec des grands ouvrages qui permettent des transferts de bassin à bassin quand c'est possible et qu'on peut les remplir. Parce que construire des ouvrages, il faut aussi regarder si on peut les remplir, puisque nous, par exemple, dans les Pyrénées, l'enneigement est en train quand même de changer aussi. Voilà, donc il faut tout regarder, il y a une vision globale, et c'est ce que disait Monsieur le Président tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois de la gouvernance, donc il faut se voir, se parler, organiser les choses, et il faut avoir de la stratégie pour s'adapter à chaque territoire. Moi, je crois beaucoup aux solutions certes global, régional ou national, le plan eau national. Bon, nous, le plan eau régional, il a été réfléchi avant. On y met presque autant de moyens que le plan eau national. Donc, je pense que quelque part, il y a une insuffisance. Mais bon, on ne va pas en rajouter sur le débat actuel sur le budget. Mais voilà, moi, je crois que c'est quelque chose, une technologie nouvelle. Il ne faut pas l'écarter parce qu'il ne faut jamais rien écarter. Mais
moi je crois que ce n'est pas la solution, en tout cas pour le nord de la Méditerranée. Priorité au bon sens paysan avant la technologie. Voilà. On va dire ça. Monsieur Giovanni. Alors, simplement, on est sur la même ligne que l'Occitanie. On a une expérience en Corse qui s'inscrit dans un cadre particulier, au plus parce que c'est un territoire sur lequel on organise une gouvernance, c'est-à-dire le plan territorial de gestion des eaux. Donc c'est très intéressant. Donc elle a été citée, c'est l'exemple de la commune de Rogliano sur la partie littorale de Macinage, qui a fait appel à ce dispositif, qui d'ailleurs, pour être en transparence, est soutenu par l'État et financièrement en investissement, et qui sera soutenu aussi par la collectivité de Corse. En tout cas, il y aura un rapport dans ce sens qui sera présenté à la région. Mais on est dans un système, on est dans une vision particulière d'un territoire à forte contrainte, sur lequel on a lancé un plan territorial de gestion des eaux, qui a vocation à trouver des solutions à l'échelle du territoire sur une bonne gestion de l'eau. Il est évident que dans notre esprit, pour l'instant, on est dans une phase qui est exclusivement transitoire. C'est-à-dire que dans l'attente de la réflexion de solutions qui doivent être trouvées pour ce territoire et qui seront basées plutôt sur la solidarité entre les acteurs du territoire, on a accepté de soutenir cette démarche. Mais pour nous, de manière très claire, c'est pas ce que nous privilégions. En tout cas, c'est ce qu'on fait quand on ne peut plus rien faire d'autre. Merci pour cette précision. Est-ce que nous avons encore des questions? Le dessalement de l'eau de mer étant un sujet qui passionne. Il y a une question. Monsieur. Bonsoir. Sous votre contrôle, il me semble que les sols représentent une considérable réserve d'eau. De façon spontanée, et j'imagine que la façon dont on traite les sols, c'est-à-dire qu'un paysage en terrasse ou la façon dont il va être arboré ou utilisé peut être atténué. Ce qui me semblait très inquiétant, justement, c'est sur ce phénomène d'évapotranspiration. Enfin, je pense que l'évapotranspiration doit être sans doute atténuée sur la façon dont est construit le paysage et donc l'impact des agriculteurs. Donc, est-ce qu'il y a des perspectives, quelque chose de pensé par rapport à ça? Alors, en fait, merci pour la question, parce que c'est quelque chose que je voulais évoquer. Dans les stratégies d'économie d'eau, il y a aussi que l'agriculture soit moins demandeuse et qu'effectivement, l'augmentation de la demande évaporative, on la contrôle et qu'elle soit diminuée. Et une solution, alors je ne suis pas spécialiste, mais ce qui est évoqué notamment dans les rapports du GIEC, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Donc, en gros, trouver des plantes qui sont moins consommatrices d'eau, qui évapotranspirent moins, et également, sans doute de manière presque, comment dirais-je, c'est presque évident, c'est-à-dire mettre des arbres pour faire de l'ombre, en quelque sorte. Après, sur l'aménagement terrasse, effectivement, il y a des résultats intéressants, il faut continuer à les fouiller. Mais oui, dans les économies d'eau, il y a la piste de diminuer l'assèchement des sols, ça c'est certain, quoi. Plutôt d'ailleurs que... Enfin, il faut étudier toutes les solutions, mais l'agroforesterie et l'ombrage est très intéressant parce que vous avez vu que le régime des précipitations change complètement. Et après des longues périodes de sécheresse, il y a ce qu'on appelle des croûtes de battance. Et les croûtes de battance, elles vont favoriser le ruissellement. C'est-à-dire que ce que j'ai évoqué, le drainage, il va diminuer aussi pour ça, parce que l'eau va moins s'infiltrer dans les premiers mètres du sol. Et après, par conséquence, les nappes vont moins rapidement se recharger. Donc, effectivement, il y a une vraie piste sur l'agroforesterie. Et ça, c'est assez documenté dans les rapports du GIEC ou même des études scientifiques relativement récentes. Merci Patrick. Allez, Antoine, une dernière question. Une question pour notre ami Sarde. On a dit pertinente, pas impertinente. Non, tout à l'heure, vous avez évoqué, chers collègues, le problème de la mauvaise qualité de l'eau. J'ai cru entendre dans la traduction, ou pas dans la traduction, parler de toxines. Est-ce qu'il s'agit d'algues toxiques, notamment les cyanobactéries, qui vous posent un problème et sur lequel votre programme avec les satellites surveille un peu l'apparition de ces cyanotoxines et ces cyanobactéries d'abord? Sì, le alghe tossiche. Diciamo che questo problema viene monitorato in maniera tale che si prevenga la fioritura algale che poi porta eventualmente le tossine. Questo è possibile in un particolare bacino. In questo particolare bacino noi abbiamo in realtà 3 bacini che sono collegati a cascata.
di cui l'ultimo è quello che viene in pratica più utilizzato. Quindi che cosa succede? Quando quel livello scende troppo e le condizioni diventano positive per una fioritura algale, regoliamo i livelli in maniera tale che quelle condizioni non vadano oltre. Questo, cioè, non facciamo nessun altro, è un'operazione gestionale di parificazione dei livelli. Se questa era la domanda. Oui, donc l'explication sur le Salmon, c'est qu'il y a une gestion par 3 bassins et que le dernier bassin étant le bassin qui posera le problème, lorsque l'apparition des toxines apparaît, elle est gérée par les 2 autres bassins. Voilà. En espérant que la réponse te convienne. Alors en espérant surtout que... on a une dernière question ou pas? Allez, une dernière question. Bonjour, Monsieur Madec, Société Rhizome, basée à Lecce depuis une quinzaine d'années, en traitement des eaux usées. J'ai entendu parler parmi les intervenants de la réutilisation des eaux usées comme une méthode aussi pour récupérer une partie de l'eau. Moi, je ne suis pas un sachant, je suis plutôt un cherchant. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que je nettoyais ma voiture avec de l'eau potable et que j'allais aux toilettes dans de l'eau potable. Donc je me suis dit, il y a peut-être un moyen de faire recirculer cette eau. Et je me suis entouré de bureaux d'études, je me suis entouré de professionnels du terrassement qui avaient toujours fait comme ça. Je me suis entouré d'un bureau d'études insulaire qui est maintenant basé dans le nord de l'Espagne parce qu'ils ont ces mêmes problématiques de réutilisation de l'eau et d'économie d'eau. Quand la commune de Bonifacio, M. Lopez, en sera témoin, a utilisé les eaux de la station d'épuration pour arroser le golfe de Spérone, c'était une première nationale. Et je me suis dit, là, c'est bien parce que la Corse va pouvoir commencer à donner un exemple au reste du monde. Et malheureusement, la commune de Bonifacio n'a pas été suivie. Et ça, c'est pour la règle générale. Ensuite, en Corse du Sud en particulier, on a un arrêté préfectoral qui nous empêche de faire de la reuse. La reuse ne peut pas être faite par les particuliers. Donc un particulier, papa, maman, 2 enfants, 600 litres d'eau par jour, partent directement à la terre. Alors que ces 600 litres d'eau pourraient être utilisés pour l'irrigation des végétaux, au moins à la parcelle. Sur le pays ajaccien, donc moi ça fait plus de 10 ans que je ne travaille plus sur la CAPA, je fais toute la Corse. Et j'ai même travaillé en Occitanie, j'ai fait quelques stations d'épuration du côté de Béziers, quelques stations d'épuration du côté de Perpignan. Partout ailleurs en Méditerranée, la reuse est un objectif primaire. Et en Corse du Sud en particulier, la reuse est interdite par arrêté préfectoral. Et ça, là-dessus, je m'interroge un petit peu sur l'avenir. Alors moi, je suis une PME, on est une toute petite entreprise, on est 3. Hein. Mais à notre modeste niveau, on essaye quand même de récupérer de l'eau usée, la traiter. Alors la traiter en matière en suspension, pas forcément en bactériologie, mais au moins la réutiliser pour l'irrigation des végétaux. Et là, je voudrais bien voulu savoir de la part de M. Binigogne la position de la CAPA pour les années à venir sur la reuse. Merci. Oui, là, effectivement, on me posait une question un peu difficile, hein, je veux dire. Nous, effectivement, on a essayé, dans un premier temps, d'aborder ce problème au niveau, peut-être, de la station de Campo, mais après, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas, vous parlez d'interdiction préfectorale pour cette réutilisation. Je ne suis pas au courant, je suis désolé. Hein. Antoine. Oui, vous parliez de Bonifacio. Moi, je fais partie d'un comité de pilotage. Et pour la réhute, je vais le dire en français, pas reuse en anglais. Alors sur la réhute, mais la réhute pour tous. J'avais dit au maire, si c'est que pour le golf, je ne viens pas. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que pour le golf, c'est aussi pour laver les bateaux, c'est aussi pour un peu d'agriculture. Voilà. Alors quand vous dites on ne peut pas, c'est vrai qu'en France, nous sommes les mauvais élèves. Au niveau de l'Europe. Hein, les Espagnols, même les Italiens sont devant nous. En France, on est mauvais élèves. En Corse, on est pas mal aussi, comme mauvais élèves. Néanmoins, il y a des arrêtés ministériels qui datent d'août 2023 qui assouplissent
Alors je ne peux pas vous laisser dire, j'espère que l'Adréal ou l'ARS, s'il y a quelqu'un de présent, l'Adréal sûrement, il y a Malice Renault, je ne la vois pas, mais il y a un assouplissement, et heureusement. Alors quand vous dites les matières en suspension, mais la bactérie, on s'en fout, non, vous n'avez pas dit comme ça, mais bon, j'ai traduit, la bactérie, c'est fondamental. Il n'est pas question qu'on donne aux agriculteurs, aux marins, de l'eau de mauvaise qualité bactériologique, hein, parce qu'il y a un problème de santé humaine. Alors à Bonifacio, c'est aussi pour laver les rues. Hein, c'est vrai, vous avez raison. Moi, quand je suis avec mes collègues africains, on me dit toujours, vous en France, vous évacuez vos excréments avec de l'eau potable. Alors je dis, vous avez raison. Oui, mais on a du mal à financer un réseau s'il fallait financer 2 réseaux. Par contre, moi, je suis à fond sur la réhute. Ça fait partie du panel. Tout à l'heure, le président Giovanni Angeli disait le panel, y compris éventuellement le dessalement d'eau de mer à titre transitoire. Je pense que c'est comme ça que tu l'as présenté. Je ne suis pas contre, à titre transitoire. Par contre, la réhute, c'est fondamental. Je dis toujours avec mes étudiants, lorsqu'on visite la station d'épuration du Grand Bastia, je dis, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Moi, je rêve que de prendre le tuyau et de balancer mettre un tuyau nouveau, hein, pas un tuyau, je salue mon ami Henri Politi, hein, pas d'un des tuyaux de l'office, hein, c'est un nouveau tuyau. C'est quand même 6 à 7 millions de mètres cubes par an. Voilà. Et je dis toujours, les touristes arrivent avec l'eau, pas seulement le pack d'eau, arrivent avec l'eau dans la vessie. Et on voit, par exemple, à Bonifacio, où il y a le plus d'eau à la station d'épuration, c'est juin, juillet, août. Donc, et c'est le moment où on a le plus besoin d'eau. Donc je vous dis, renseignez-vous, la France a assoupli, hein, parce qu'elle s'est fait taper sur les doigts par l'Europe, et l'agence de l'eau a déjà aidé Bonifacio, je crois. Elle a parlé sous le contrôle d'Annick Mièvre. Merci Antoine. Excusez-moi, pardon, peut-être que je me suis mal exprimé. Moi, je fais principalement de l'assainissement non collectif. Assainissement non collectif qui qui a été impacté par la loi sur l'eau de 96, pour laquelle on a eu le principe de pollueur-payeur qui est arrivé en 2006. À partir de 2011 est arrivée la notion de SPANC, service public de l'assainissement non collectif, mis en place au 31 décembre 2014. Donc maintenant, ça fait 10 ans qu'on a les services publics de l'assainissement non collectif, qui sont principalement en délégation de services publics chez Kiernolia, en tout cas en ce qui concerne l'extrême sud de la Corse, où le travail est très bien fait parce qu'il y a une formation continue au sein de Kiernolia et où on a une tolérance sur la réutilisation des eaux usées sous forme d'irrigation enterrée des végétaux, justement pour éviter la bactériologie de surface. Donc là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. N'étant pas un sachant, mais un cherchant, comme je vous disais, je me suis renseigné, je me suis fait accompagner par le CSTB de Nantes, je me suis fait accompagner par l'IFA, je me suis fait accompagner par différents bureaux d'études pour pouvoir pérenniser au fur et à mesure des années des systèmes pérennes de réutilisation des eaux usées, au moins à l'irrigation des végétaux d'ornement à la parcelle. Mais l'économie, elle est déjà phénoménale. Elle est déjà phénoménale. Et c'est là-dessus que je pensais que Bonifacio allait pouvoir donner, entre guillemets, un exemple. C'est pour ça l'amalgame entre l'assainissement collectif et non collectif. Parce qu'à partir du moment où l'assainissement collectif donne un exemple à l'assainissement non collectif, forcément après, la conscience citoyenne fait que les gens vont essayer de ne pas gaspiller l'eau qu'ils ont déjà payée une fois à Kiernolia et qu'ils vont essayer de la réutiliser une deuxième fois sur leur propre parcelle et éviter d'arroser leurs végétaux ou leurs haies avec de l'eau chlorée qui a nécessité un traitement en amont par le prélèvement. Merci. Merci, monsieur. Alors, on peut estimer que ce sera le mot de la fin sur cette conférence dédiée à la sobriété hydrique. Je vous remercie pour la qualité de vos réponses, de vos expositions, puis surtout la qualité des questions. Vous avez accepté de manière collective de tronquer la pause. Du coup, je vais vous demander de céder la place aux intervenantes de la conférence 2. Messieurs, merci encore infiniment. On peut les applaudir. Faites doucement. Et je vais donc demander aux intervenants de la conférence 2, merci messieurs, qui sera consacrée à la gestion de l'eau. Comment allier qualité et quantité, de me rejoindre sur scène.